Entre les vignes, cette semaine, nous irons en Bourgogne pour rencontrer Stéphane Aladam, un viticulteur qui s'est installé à l'âge de 18 ans. Puis nous irons en Champagne pour découvrir le domaine Vazard-Coquard, un vignoble de 11 hectares. Et comme chaque semaine, vous retrouverez Olivier, votre chef, et Guilherme, votre sommelier. Vous découvrirez également le no-tourisme à Baume de Venise. Et pour tout ce qui concerne le vin, n'hésitez pas à poser vos questions à Jacques Legros de terreetvigne.com. Bonjour, je voudrais savoir si les vins vieux étaient toujours les meilleurs. Alors la réponse est non, et de plus en plus souvent non, j'ai envie de dire. Vous savez, je crois qu'il faut sortir du culte de la vieille bouteille qu'on allait chercher à la cave, que mes parents allaient chercher à la cave, qui était pleine de poussière, avec une date bien ronflante, un nom à moitié ronflant. Et on posait ça, c'est tout juste si on enlevait la poussière, parce que c'était le gage d'une certaine authenticité, donc d'une qualité du vin. Et on l'a montré aux convives en disant « Regardez, je vais vous servir un bon vin ». Et puis évidemment, on enlevait un peu la poussière, on la débouchait à moitié délicatement d'ailleurs, et on servait ça. C'était un vin qui était absolument épouvantable. Il n'y avait plus que le squelette, vous voyez, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus rien dans ce vin que le squelette, et tout le monde s'exclamait « Ah mon Dieu, quel grand vin, quel bon vin ». Bon, il faut vraiment sortir de ce culte ridicule dans lequel moi j'ai été bercé. Je vous assure que j'en suis sorti et très très vite. Et plus on aime le vin, je crois aujourd'hui, plus on l'aime jeune, pour une raison simple. C'est que les progrès de la technologie, autant dans la conduite de la vigne que dans l'élevage du vin, font qu'aujourd'hui un vin jeune est déjà à maturité. Avant, il fallait du temps pour qu'il se fasse lui-même tout seul, comme un adolescent qui grandirait tout seul. Là, l'adolescent, on le prend en main très petit, presque bébé, et on le mène à maturité alors qu'il est encore adolescent. Et donc, on a des vins jeunes qui sont excellents. Pourquoi attendre? Vous savez, un vin, ça ne vit pas de façon linéaire, sauf pour les collectionneurs. Mais là, ils collectionnent des bouteilles, ils ne collectionnent pas à l'intérieur, ils ne vont jamais le boire, ce vin. Donc, c'est tout à fait différent. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un vin, ça décrit cette courbe-là. C'est-à-dire que jusqu'à un certain âge, le vin bonifie, et puis après il arrive à un plateau où là il est urgent de le boire, et après il perd de ses qualités, parce qu'il y aura une évaporation d'alcool, parce que le vin va se durcir, si je puis dire. Donc c'est pas la peine de garder des vins. Alors évidemment, les vins ne sont pas tous égaux face à la conservation. Tous les vins ne sont pas des vins de garde. Les vins de garde, ce sont les vins très tanniques. Il y a des Bordeaux, des Bourgognes qui sont évidemment des vins de garde. Eux, il faut un Pomerol, par exemple. Un Pomerol, boire un Pomerol de moins de 10 ans, c'est un peu un crime, parce qu'il n'aura pas eu le temps d'arriver au maximum de ses qualités. Mais pourquoi garder un vin 30, 40 ou 50 ans? C'est pas pour autant qu'il sera meilleur, croyez-moi. Rencontre avec Stéphane Aladam qui s'installa en 1992 à l'âge de 18 ans. Son domaine se situe à Montagny dans le sud de la Bourgogne. Au départ, le domaine Aladam comptait 3 hectares de vignes et en fait aujourd'hui plus de 7. Pendant que j'étais au lycée à Beaune, un vigneron de Montagny partait en retraite et c'était une opportunité de reprise, c'était un tout petit domaine, moins de 3 hectares, donc il y avait cette opportunité de reprise de vignes en location et du coup j'ai arrêté les études, un petit peu au milieu des études, j'étais en première année de BTS. J'ai arrêté les études et je me suis installé donc à 18 ans, donc ça a été assez rapide, mais c'était une belle opportunité à saisir. J'ai commencé avec un tout petit domaine et puis petit à petit j'ai replanté, le domaine s'est agrandi, voilà, donc l'installation a été progressive sur quelques années. Aujourd'hui, le domaine fait 7 hectares et demi, quasi exclusivement sur la commune de Montagny et sur les 7 hectares et demi, donc 6 hectares et demi en Montagny premier cru et puis 1 hectare en Bourgogne aligoté. Montagny, on ne produit que des vins blancs, il n'y a pas de Montagny rouge, l'appellation est uniquement en blanc. On a des terroirs assez calcaires, des vins plutôt marqués par la minéralité, par la finesse, par la fraîcheur. Ici, on est au cœur de l'appellation Montagny. On a vu sur les 4 villages de l'appellation, donc Montagny, Buxy, Juilly et Saint-Valerin. Mes parcelles sont assez groupées, on va dire là autour sur Montagny.
Mais il y a quand même des petites variations de terroir, suivant si on se trouve des fois en haut de coteau, en bas de coteau ou sur différents secteurs. Dans les vins, le terroir et les particularités du millésime doivent primer avant le travail du vigneron. Je ne cherche pas à faire des vins technologiques ou marqués par une vinification, mais plus des vins marqués par le terroir et par les conditions du millésime. J'essaie d'intervenir assez peu sur les vins, assez peu d'élevage en fût et très peu de fût neuf pour ne pas marquer les vins par la vinification, justement pour laisser à la nature, au terroir, laisser le terroir s'exprimer. Voilà la preuve par l'image de la diversité de nos terroirs. On a ici 3 premiers crus différents, 3 climats différents sur Montagny, les vignes derrière, les Couers et les Burnins. Et on voit qu'on a 3 types de sols différents sur des vignes qui sont à quelques centaines de mètres d'écart. Aujourd'hui, je fais la moitié du domaine qui est traité en bio. Moi, je n'ai pas forcément la volonté aujourd'hui de faire du bio pour dire de faire du bio pour être certifié bio. Voilà. Je le fais pour moi, pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, je n'ai pas de souci particulier avec les vignes en bio. D'un autre côté, j'en fais qu'une moitié, je fais qu'une partie du domaine en bio parce que je peux le maîtriser comme ça. Je ne suis pas sûr aujourd'hui d'être capable techniquement, au niveau personnel, financièrement, de maîtriser tout en bio. Dès le début, j'étais entre guillemets un petit peu tout seul, mais j'ai fait ce que j'ai voulu faire, comme je l'ai voulu, et c'est vrai que ça laisse un petit peu une certaine liberté. Et on quitte la Bourgogne pour retrouver Guilherme qui va nous parler d'accords fromage et vin, c'est ça? Exactement. Alors, il y a quelques semaines, on a parlé d'accords de fromage et de vin. Tu te souviens si... Tu nous expliquais comme quoi le vin blanc passe très bien aussi avec un fromage. Exactement, parce que dans les tendances actuelles, c'est plus pour tout le monde, c'est le vin rouge avec le fromage, mais oui. on a justement de très beaux accords avec le vin blanc. Alors aujourd'hui, j'ai rapporté 2 fromages, le Roquefort, donc fromage de brebis, et le Parmesan, qui est donc le fromage de vache. Si par exemple, justement, je te parle de Roquefort, tu aurais tendance à l'accorder ou à le marier avec quel style de vin? Avec un vin rouge léger. Enfin, j'ai l'habitude, j'ai toujours mangé du fromage avec du vin rouge. D'accord. Donc tu n'as pas retenu ce que je t'ai dit la dernière fois sur les vins blancs? J'ai pas eu l'occasion de tester encore. Je dis ça, c'est pour te taquiner, mais le Roquefort, par exemple, tu peux avoir de très beaux accords donc, avec des vins blancs. Étant donné que c'est quand même un fromage très racé, très expressif, voire exubérant, il faut l'assouplir avec peut-être un peu de sucre, justement pour gommer un peu ce côté un peu brut du Roquefort. Alors tu peux avoir de très beaux accords sur, par exemple, tout ce qui est dans des vins blancs du sud-ouest, par exemple Montbazillac. Oui, Montbazillac avec... Exactement, avec une certaine aussi acidité, parce que l'acidité va justement contrebalancer le côté assez crémeux du Roquefort, et ça va, on a une expression qui dit, ça va te rincer la bouche. En gros, si tu veux, le Roquefort va vraiment se coller un peu aux gencives, au palais, et le vin blanc avec de l'acidité va justement un peu rincer la bouche. Mais il y a un très bel accord qui existe aussi avec le Roquefort et qui est peu connu, mais j'ai encore essayé ce week-end, c'est absolument magnifique, c'est de faire des accords entre le Roquefort et le Porto. Notamment. Ça te parle un peu le Porto? Tu dégustes un peu de Porto? Le Porto à l'apéritif ou pour cuisiner, donc pas du tout avec le fromage. Ouais. Alors il y a 2 sortes de Porto qui sont le Rubis ou le Tony. En gros, pour faire simple, le Rubis c'est un côté beaucoup plus riche, beaucoup plus charmeur, un peu plus sucré. Le Tony, ça va être un vin qui a un peu plus d'élevage, qui sera un peu plus fin. Je recommande notamment un Tony 10 ans. Je ne vais pas citer la maison, mais on va avoir ce côté, donc pour le Porto, c'est du raisin qui fermente,
qui garde une certaine sucrosité et on va le muter, ça s'appelle comme ça, en rajoutant une eau de vie pure d'alcool pour stopper la fermentation. Ce qui fait qu'il garde du sucre résiduel et c'est ce sucre justement qui va patiner et un peu gommer l'aspect un peu brut du roquefort, si tu veux. Ensuite, si je te parle de parmesan, d'ailleurs j'aurais pu rapporter un comté, ça aurait été un peu près la même chose dans le style, mais si je te parle de parmesan, tu aurais tendance à le mettre avec quoi? Avec un rouge italien, un Chianti. Non, un Chianti? je sais pas, mais bon, apparemment, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on parle pas de rouge, on parle de blanc, mais... Non, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui peut se faire. Mais alors, en règle générale, le parmesan, il y a un superbe accord qui existe, c'est un Château Chalon, notamment, ou vin jaune du Jura. Ça te parle un peu les vins du Jura? Pas trop, en fait, non, pas trop. Il y a vraiment un style de vin bien particulier et propre à cette région, qui est, on parle de vin oxydatif. Pour toute autre région, même du monde, l'oxydation n'est pas du tout recherchée dans le vin. Pas du tout, même plutôt néfaste. Ouais. Exactement. Alors que là, c'est justement une pratique qui est élaborée depuis des siècles là-bas. Et en fait, pendant l'élevage, en barrique, il va y avoir une sorte d'évaporation de l'alcool. Il va y avoir un voile de levure qui va se créer et qui va protéger le vin, mais qui va donner une gamme aromatique sur des tons oxydatifs, qui donne généralement des arômes un peu de curry. On finit sur quelques finales en bouche un peu amères. Et là, si tu veux, c'est un accord que tu peux retrouver donc sur du parmesan, sur des vieux comtés qui ont un peu d'âge. Et tu sais, quand tu vois des comtés avec un peu des cristaux de sel et autres, et avec des vins du Jura, c'est absolument merveilleux. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi c'est une forme un peu bizarre comme Non, ça? pas du tout. Non, là, pas du tout. Alors, c'est une forme qu'on appelle clavelin. Parce qu'en fait, c'est pas une bouteille de 75 centilitres, c'est une bouteille de 62 centilitres. En gros, c'est parce que toute cette part pendant 6 ans et 3 mois d'élevage en fût, il va y avoir donc une évaporation de l'alcool. Et toute cette part qui a été évaporée, si on fait le pourcentage de la bouteille initialement parlant, au bout des 6 ans, ça aurait fait, c'est l'équivalent d'une bouteille, mais sans cette évaporation de 6 ans et 3 mois. Très bien. Voilà. J'en apprends des choses avec toi, Guilherme, merci. J'en prie. On part maintenant en Champagne, dans le village de Chouilly. Tu vois où c'est? Oui, c'est dans le nord de la Côte des Blancs. Tu m'épates. On va rencontrer Jean-Pierre Vazard, un vigneron qui a repris l'exploitation familiale en 1995. Et le champagne Vazard-Coquard a été créé en 1950 par son père et son grand-père. J'exploite 11 hectares de vignes uniquement dans le village de Chouilly. J'ai principalement du chardonnay. 95% de mes vignes sont plantées en chardonnay et j'ai une parcelle de pinot noir qui va me permettre d'élaborer ma cuvée rosée et une cuvée d'assemblage. Le chardonnay de Chouilly est un petit peu particulier, assez éloigné des chardonnays classiques d'Avise ou du Ménil-sur-Oger. On a plus de fruité, on est un petit peu moins dans la minéralité, ce qui donne des chardonnays très équilibrés et avec beaucoup de puissance. À peu près 80% de mes vignes sont enherbées, donc on essaye avec cette technique de faire exprimer le terroir. La vigne a une concurrence, donc l'herbe, et est obligé d'aller puiser plus profondément dans le sol les oligo-éléments qui vont l'aider à pousser. Donc ici on est dans la cuverie du champagne Vazard-Coquard. Toute notre installation est en acier inoxydable. On essaye au maximum de vinifier chaque parcelle indépendamment. C'est vraiment important au niveau des futurs assemblages de vinifier à part et de pouvoir goûter chacune pour déterminer lesquelles seront dans la cuvée brute, lesquelles seront dans la cuvée assemblage millésime. Les premières dégustations, je les effectue seul. Ça, j'aime beaucoup ce moment
où je vais goûter tranquille et au calme. C'est un moment privilégié pour moi, pour me mettre bien les vins en tête et en palais. Et après, au moment de l'assemblage définitif, je vais, avec l'un de mes collaborateurs et un œnologue conseil, on va faire les assemblages finaux ensemble. Et j'aime aussi avoir cet œil extérieur de l'œnologue conseil qui n'est pas dans notre bulle Vasart, qui nous permet aussi de nous projeter à l'extérieur. Rien n'est plus embêtant que de se croire seul dans notre bulle. C'est la complexité, c'est le fruit du terroir vraiment, qui permet d'avoir le plaisir de goûter ce qui représente pour moi la maison Vasart-Coquard. Après cette petite escapade en Champagne, on retrouve Olivier, notre chef adoré. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors là, je viens avec un saumur. Oui. Et qu'est-ce que tu me conseilles avec un saumur? Aujourd'hui, on va faire avec un saumur blanc, on va faire un chou farci au saumon. Donc en fait, on a besoin d'un chou-feuille. Pour farcir les choux, il faut un chou-feuille. C'est logique. Ensuite, saumon, donc un petit saumon label rouge. Voilà, on essaie d'avoir toujours un petit saumon de qualité. Et ensuite, donc oignon rouge, parce que ça va amener un peu de couleur. Carottes, poireaux, donc deux carottes, 2 poireaux, un petit peu de ciboulette, un œuf et un petit peu de crème. Donc ouais, comme on a dit la dernière fois, pour préparer les accords mets et vins, je vais mettre un petit peu du saumur dans la petite farce de carottes, poireaux, ciboulette et crème pour justement voilà, préparer l'accord mets et vins et avoir déjà un petit peu le goût du vin. Oui, comme tu as dit, c'est toujours meilleur d'utiliser le vin. Voilà. On en perd un petit peu, mais après on va gagner en plaisir. Ok, très bien, merci Voilà. Olivier. On Allez. attaque? C'est Ouais, parti. donc on va commencer par enlever la peau du saumon, puisque là j'ai pris un saumon qui est désarrêté, dégraissé. Ça n'a pas l'air facile de retirer la peau. Ouais, c'est pas toujours évident. On va faire des petites tranches en fait. Des tranches fines, genre Ouais, comme voilà. des sashimi? Voilà, en gros. On va essayer de faire des longues tranches, justement pour que ça garde la tenue dans le chou farci. Et donc toujours avec le plat de la main, essayer de faire des petites tranches de, on va dire un peu moins d'un demi-centimètre. Comme ça. En fait, tu fais 2 tranches par chou alors? Oui, en gros, on va dire. Donc là, le saumon, on va le remettre au frais vite fait, pas perdre. Ensuite, on va préparer nos petits légumes. Donc pour le chou farci, comme donc il y a les feuilles de chou, il y a le saumon, et en fait, on va faire une petite farce qu'on mixera avec un peu d'œuf, ce qui va faire un petit peu de liant. Donc Et là, on fait revenir les légumes. Voilà, on fait juste revenir un peu à l'huile, et après on mixera avec un tout petit peu de crème et un petit œuf. Je vais saler pour vrai. Oui. C'est les chefs. Ok. Donc là, on rajoute un petit peu de vin. Donc le même vin, Oui. donc le saumur blanc qu'on va servir avec. Comme ça nous prépare un petit peu l'accord mets et vins. Et puis ça va donner du goût aux légumes. Et après là, on va laisser confire, compoter. Et après, il y aura encore la cuisson dans la cocotte avec le chou. Donc pour pas que ça cuise à l'eau, tout ça, Ouais. j'ai mis un petit bouillon cube. Donc juste rajouter un petit bouillon cube. Et là, tu vas juste mettre les feuilles. Voilà, on va les blanchir. 5-10 minutes. Tu les blanchis en fait en les mettant à l'eau, quoi. Voilà, on appelle ça blanchir, cuire à l'eau en fait. Ah, Donc en fait blanchir, souvent quand on fait des légumes verts, par exemple quand on fait des asperges, eh ben on les blanchit, après on les remet dans de l'eau glacée, ça garde la teinte verte en fait, ça fixe la chlorophylle. Donc ça cuit une petite dizaine de minutes, on va le réserver de côté, ouais. puisque ça on va le remixer après pour mettre dans la feuille de chou. Donc là on va blanchir les feuilles de chou. Alors il faut essayer d'être assez délicat, Tu les laisses combien de temps? voilà, entre 5 et 10 minutes en gros. Si on les déchire pas et qu'on les garde bien entières, ben, ça va nous permettre de monter quelque chose qui va bien se tenir ensuite. Donc là, les feuilles de chou ont cuit une dizaine de minutes. Donc là, on voit bien qu'elles sont bien souples. Et on va les rafraîchir directement dans l'eau bien glacée. On va sortir les feuilles de chou et on va enlever la côte en fait. Qui est encore bien rigide. Tu coupes vois. le bout alors? Voilà. Parce qu'en plus... Ah oui, tu enlèves en entier carrément. Ouais, j'en ai pris... Ouais. Donc là, on va les réserver sur un petit torchon pour l'eau. Donc là, on a mixé un tout petit peu pour garder un petit peu des morceaux, ça va donner un peu de texture. Donc on va rajouter l'œuf. Hop là. Moi, je rajoute un tout petit peu de crème. En gros, une petite cuillère à soupe. Je rajoute un tout petit peu de piment d'Espelette pour relever un petit peu. Et la ciboulette. Ciboulette, on met une bonne cuillère à soupe.
Donc les feuilles de chou, un petit peu de farce, un petit peu de saumon et ainsi de suite pour faire un étagé. Comme ça, après, quand on va couper, il y aura du vert, du rose, ça sera joli à l'œil. Et bon. Et après, on verra. Moi, je suis sûre que ça va être délicieux. Donc je vais garder les 2 feuilles les plus vertes Au fond. au fond. Et celles-ci, tu les gardes pour recouvrir Voilà. après, d'accord. Donc là, Le saumon au fond, voilà, ensuite la farce. un peu l'appareil comme ça. Alors après, à l'intérieur, on peut couper en petits morceaux puisque Bon, ça se verra pas. voilà. Donc en fait, tu auras fait 3 superpositions, Voilà. 3 Après, étages. ouais, on peut en faire plus. Mais 3, c'est pas mal déjà, je trouve. Hein. 3, c'est déjà pas mal. Hein. Bien refermer, en même temps on resserre un petit peu pour après pouvoir bien fermer avec le chou. Voilà. Celui-là il a l'air un peu plus joli que le mien. Voilà. C'est normal, c'est moi qui l'ai. Donc là on va passer en cuisson. Et tu mets combien de temps? Une bonne vingtaine de minutes. À combien? À 180. Voilà. Donc, avec le chou farci, on n'a plus qu'à se servir un bon verre de saumure, comme on avait dit, et puis passer à table. Bah, merci Olivier. T'en Ça te dit une balade vigneronne? Ah, mais toujours. Ça te dit? Alors on part à Baume de Venise, entre les dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux. Les vignerons de la cave Balma Vénitia vous accueillent pour une visite de leur terroir ensoleillé et de leur cité. Nous sommes au cœur du village de Baume de Venise, qui est un petit village provençal dans le département du Vaucluse. C'est un village agricole avec une grosse production viticole et une production aussi d'huile d'olive. Alors, aux gens qui viennent nous rendre visite, on leur montre beaucoup de choses. On commence par leur montrer souvent le terroir, ceux qui montrent un intérêt. Donc, c'est-à-dire qu'on les emmène dans le terroir, on peut les emmener marcher dans le terroir, on peut les emmener en 4x4 dans le terroir, on peut les emmener, si les gens veulent, en quad dans le terroir également, ou à cheval, on le fait également. Après, il y a des visites beaucoup plus simples, qui sont des visites de cave, où on visite la vinification, la conservation des vins, et ensuite la mise en bouteille éventuellement. Et après, il y a beaucoup plus simple, ce sont simplement des dégustations qui ont lieu au caveau. On a un caveau qui est ouvert 7 jours sur 7 et qui reçoit en gros 200 000 personnes par an. On leur explique concrètement les processus d'élaboration des différents vins, puisque déjà faire un vin doux naturel muscat de Baume de Venise, c'est quelque chose qui est totalement différent en matière de processus de vinification que de faire un rouge. De même, vous avez un atelier qui est dédié au vin blanc et au vin rosé, c'était aussi un autre processus. Voilà, donc on peut leur expliquer tout cela, on peut leur expliquer la conservation des vins, on leur explique les cépages, on leur explique l'utilisation des vins ensuite, les accords mets-vins, etc., etc. Alors nous sommes à Baume de Venise, au moulin à huile La Balméenne, qui est créé depuis 1925. Alors ici, c'est les anciens outils de travail des périodes précédentes. Donc les olives étaient admises dans ce réceptacle et la meule était mise en fonction par un moteur et on extrayait les particules d'huile et de l'olive, la pâte en fait, qu'on mettait après dans des scroutins qui étaient pressés pour obtenir l'huile d'olive. Ça fait partie de l'historique du village, ça fait 90 ans qu'on est ici et la plupart des vignerons sont coopérateurs en huile d'olive également, donc ça fait partie de l'activité du village également. Alors, le village de Baume est très ancien, il date du 4e siècle, on a des ruines, on a plusieurs chapelles qui en témoignent, puisque notre enseigne c'est les 3 taux qui nous rappellent donc les 3 identités balméennes, Saint-Véran, Notre-Dame d'Aubune et Baume de Venise. On a la chance d'avoir un patrimoine assez riche. Bon, il faut venir voir, on a un site archéologique
Et on peut se balader dans les rues, essayer de voir, de trouver ce qui vous intéresse. Alors le restaurant, ça fait le restaurant le Dolium. Alors le Dolium, c'était la jarre qui était enterrée et qui servait plus ou moins de garde-manger. Le Dolium, on a décidé de créer il y a bientôt 4 ans. Et c'était déjà pour nous une façon de compléter notre dispositif de réception de nos visiteurs et de nos clients. Donc on a créé ce restaurant. Aujourd'hui, ce restaurant, il a un bib gourmand au Michelin, il a une toque au Goemio, il est plein, je dirais, toute l'année. Et c'est pour nous un élément pour faire découvrir nos vins, recevoir des gens, leur faire découvrir les accords mévins avec nos vins et le muscat en particulier. Voilà, donc c'est un élément pour nous de plus dans cette politique no tourisme. Entre les vignes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous emmènerai en Aquitaine, en Champagne et en Provence, au pied du Mont Ventoux. Et comme chaque semaine, vous retrouverez Olivier, votre chef, Guilherme, votre sommelier, et Jacques, votre spécialiste de terreetvigne.com. Après notre petite... Non. Allez, ça c'est fait. Allez, Là, on va passer au montage du chou. Très bien. Étape un peu délicate.